Au sommaire, le capitaine Ibrahim Traoré au front, aux côtés des soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État s'est rendu à Djibo où il a félicité et encouragé les hommes du 14e régiment interarmes, régiment qui a été victime d'une attaque terroriste le 24 octobre dernier. Images et commentaires de la visite en début d'édition. Nous irons en Égypte à la COP 27 où la question des finances tient une place centrale. Avec moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique dénonce une injustice climatique et demande aux grands pollueurs de mettre la main au portefeuille pour soutenir les actions en faveur du climat. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur la RTB. Félicitations pour le travail abattu. Beaucoup de courage pour la suite. Ce sont là les mots du capitaine Ibrahim Traoré à l'attention des soldats du 14e régiment interarmes de Djibo. Vous l'aurez compris, le chef de l'État s'est rendu dans cette partie du Burkina en proie au terrorisme. Une visite pour réconforter ses frères d'armes victimes d'une attaque terroriste le 24 octobre dernier et les exhorter à poursuivre le combat pour la reconquête du territoire national. Le point en commentaire avec Sekou Zongo. Paquetage complet, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est ici à Djibo, un vrai chef de guerre. Dans un langage propre à lui, le président de la transition parle à ses hommes éprouvés par l'attaque terroriste du 24 octobre dernier. Félicitations pour le travail abattu, beaucoup de courage pour la suite, dira le capitaine Ibrahim Traoré à ses hommes du 14e régiment interarmes de Djibo. Des mots d'encouragement pour galvaniser la troupe et la mener à se surpasser pour libérer le pays. Ici à Djibo, le président Traoré le reconnaît, il y a des dysfonctionnements dans la gestion des hommes. Il s'agit là de la question de la relève des hommes déployés dans ce détachement depuis plus de 2 ans. Sans attendre, le capitaine Ibrahim Traoré promet que la relève sera désormais effective, cela pour permettre aux soldats d'aller se ressourcer pour être plus efficaces. La relève sera effective, oui, mais pas seulement. Selon le chef suprême des armées, désormais, le renseignement et l'appui seront aussi présents. Le capitaine Ibrahim Traoré aux jeunes soldats projetés sur le terrain, il faut garder le moral haut, c'est la base du succès des actions à entreprendre, conseille le chef de l'État. Vous êtes forts, maintenez votre potentiel et ayez à l'esprit que partout où le devoir va nous appeler, partout où les populations auront besoin de nous, nous irons. Nous allons reconquérir tout le territoire. Engagement ferme du capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, visiblement gonflés à bloc pour le combat. Autre point de ce 13h et nous faisons plus ample connaissance avec le PRACAO, un programme sous-régional de 5 pays dont le Burkina Faso qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le comité de pilotage de ce programme a réuni les experts à la faveur de sa 2e session qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Ils vont évaluer les 2 ans de mise en activité du PRACAO. Précision de Adam Mangiti et Dramanso. Ces acteurs de la coopération régionale en matière d'éducation passent en revue l'état de mise en œuvre du PRACAO, programme régional d'appui à la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Les activités du PRACAO prennent en compte la formation en gestion des innovations pédagogiques, la formation continue en éducation non formelle et le plaidoyer pour une éducation de qualité. Pour le master, nous avons déjà eu à former une première cohorte qui est déjà sortie. Une deuxième cohorte est en train de finaliser donc, son stage de formation afin de pouvoir sortir. Et une troisième cohorte est en train d'être recrutée afin qu'il puisse rentrer. Et aussi pour la formation continue, déjà des poules de formateurs ont été déjà formés dans la sous-région, les 5 pays, mais aussi des cadres des différents ministères en charge de l'éducation ont été formés dans le cadre de l'éducation d'une manière générale, mais de manière spécifique en éducation non formelle et en alphabétisation. La crise sanitaire de la Covid-19 est la principale contrainte dans la mise en œuvre des activités des 2 premières années du PRACAO. Cette rencontre est donc l'occasion de donner un second souffle au programme. C'est essentiellement de faire une analyse sans complaisance donc des différents rapports qui ont été produits
par les différents acteurs de mise en œuvre donc, de ce grand programme-là. C'est également de voir les perspectives et de faire des recommandations dans le but d'améliorer donc, les offres. On espère à travers ce comité de pilotage mettre un peu le point sur les difficultés qui ont été rencontrées, de trouver les solutions pour essayer de réagir et d'améliorer notamment la performance financière qui est vraiment en sous-décaissement actuellement par rapport à ce programme. Le PRACAO bénéficie d'un cofinancement de la coopération suisse. Le programme couvre le Bénin, le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso, avec pour perspective de trouver d'autres sources de financement de ce cadre de coopération pour une éducation de qualité. À l'université Thomas Sankara, 16 journalistes et communicants sont entrés en possession de leur parchemin ce 7 novembre. Ils forment la première promotion du projet Formation Sud journalistes, communication et conflits et ils ont pris pour nom de baptême Marie-Soleil Frères. Il faut dire que ce projet est mis en œuvre par un consortium d'institutions de recherche et de formation européens et africains en vue de fournir une masse critique et de spécialistes de l'information et de la communication en période de crise. Moussa Ouidrago et Sanoua Christiane Koulibaly. 16 journalistes et communicants, 16 nouvelles compétences pour désormais mieux informer et communiquer en période de crise au Burkina Faso. Plus de 3 mois durant, ces impétrants ont reçu d'éminents enseignants d'ici et d'ailleurs les clés du traitement de l'information en période de crise. On n'utilise plus, on manipule plus les expressions comme on veut, on fait plus attention parce qu'on ne veut pas verser dans un camp ou dans l'autre, on ne veut pas aggraver la crise. On doit jouer notre rôle. Il était important pour nous qui sommes des professionnels du journalisme de pouvoir avoir des outils plus adaptés afin de nous permettre d'être plus compétents sur le terrain et aussi de rendre les informations correctement au public parce que c'est aujourd'hui un devoir puisque la communication est devenue une arme. Une arme que les professionnels de l'information et de la communication ont eu du mal à manipuler aux premières heures de l'apparition de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Un constat à l'origine du projet Formation Sud, journalisme, communication et conflit. Une première étude qui a interrogé le tout premier attentat contre Ouagadougou en janvier 2016 et qui a montré que à la fois sur le plan du traitement de l'information journalistique et sur le plan donc de la communication publique, il y a eu des difficultés. Ensuite, nous avons mené une autre étude sur radiodiffusion extrémisme violent dans les régions à fort défi sécuritaire qui a également montré des limites dans le traitement de l'information par les radios communautaires. Et une autre étude sur médias et conflits intercommunautaires. Celle-ci également est aboutie au même résultat, des difficultés dans la couverture donc, de la crise des conflits intercommunautaires. Et donc, pendant donc, la collecte des données, il est ressorti partout le besoin de renforcement des capacités des journalistes et des communicants en charge des questions sécuritaires. Le projet Formation Sud, journalisme, communication et conflit, a donc vu le jour et ce grâce à l'implication de Marie-Soleil Frères, chercheuse et formatrice à laquelle cette première promotion a voulu rendre hommage en prenant comme nom de baptême Marie-Soleil Frères. Qui a été une formatrice exceptionnelle également. Donc c'est finalement amener à l'information tout ce dont elle a besoin pour pouvoir fournir objectivement un état de situation et ne pas sombrer dans une désinformation qui peut s'avérer absolument délétère. Le projet Formation Sud, journalisme, communication et conflit, c'est une durée de 5 ans et comprend 2 volets, recherche et formation. Sur la formation, la deuxième cuvée est en cours de recrutement avec comme diplôme de base le baccalauréat. Eux aussi viennent d'effectuer leur sortie de fin de cycle. Ils sont 30 et ils ont été formés en théorie et en pratique durant 3 ans par le centre d'accueil et de formation des jeunes jardiniers de Dédougou. En plus de leur parchemin, ils ont reçu des kits d'installation et un soutien financier pour mettre en marche leurs propres affaires. Edouard Ouidrago et Karim Ouidrago depuis la ville de Dédougou.
30 jeunes formés en 36 mois dans les métiers de la menuiserie, la couture et la mécanique, entre autres, font leur sortie officielle au centre de formation professionnelle des jeunes jardiniers de Dédougou. Ils reçoivent des kits d'installation plus une enveloppe financière, une aide qui va leur permettre de démarrer leur nouvelle activité professionnelle. Je pense d'avoir quitté ici, je vais aller installer mon atelier et puis continuer mon métier pour bien m'apprendre et puis montrer aux gens que j'ai suivi une formation à Zizidé ici. À cette sortie officielle de ces jeunes formés, le premier responsable du centre n'a pas manqué d'égrener un chapelet de doléances aux partenaires et aux parents. Il y a des jeunes que nous perdons en cours de route. La première difficulté. La deuxième difficulté, c'est aussi le suivi, l'accompagnement des parents. Et le dernier point, c'est financier. Nous allons aussi tendre à cette collaboration avec le gouvernement et demander aux parents d'être aussi des acteurs de la formation, non seulement en envoyant des jeunes, mais en contribuant d'une manière ou d'une autre. Nous pensons également assurer avec le centre le suivi de ces jeunes et nous pensons également les offrir et les encadrer pour qu'ils puissent vraiment être au parfum des différentes opportunités que le gouvernement offre à travers les différents fonds et programmes. En plus de soutenir financièrement les activités du centre, la Fondation Raoul Folero donne à chaque apprenant un kit d'installation plus une somme d'argent. Autre chose à présent, et nous nous réjouissons avec l'association des commerçants d'équipements et de matériel solaire au Burkina Faso, dont le compteur affiche un bilan satisfaisant. Cette association a tenu sa première assemblée générale ce 5 novembre à Ouagadougou et après avoir dressé le bilan, le bureau exécutif s'est projeté dans le futur avec des perspectives pour mieux défendre les intérêts des membres de l'association. Témoignage de Amadou Bodo et Jérôme Tendano. C'est la toute première assemblée générale de l'Association des commerçants d'équipements et de matériel solaire au Burkina Faso, un an après sa création. Une occasion pour le bureau exécutif de se prêter à l'exercice de redevabilité conformément aux dispositions statutaires de l'ASEMES-BF. Des ateliers d'échange, des formations sur des thématiques en lien avec l'énergie solaire, autant d'activités à mettre à l'actif de l'instance dirigeante de l'association. Nous avons organisé 4 formations pour les membres de l'association, plus de 500 personnes qui ont été formées au sein même de l'association. Nous avons également tenu des séances de formation pour des techniciens, des jeunes, pour les inculquer en fait les techniques d'installation et de conception des systèmes solaires. Cette association nous a été vraiment très bénéfique. Il y a eu des formations pour comment apprendre à faire les installations, les différents dimensionnements et consorts. Comment sélectionner les bons appareils, les appareils de qualité et confort. Et en plus, au niveau de la douane, comment procéder avec les douaniers et les transitaires. L'Association des commerçants d'équipements et de matériel solaire au Burkina Faso a également contribué à la réalisation d'études sur le secteur de l'énergie solaire et l'implantation de la CMS-BF dans les grandes villes du Burkina, ainsi que le renforcement des capacités de ses membres sont les principaux chantiers inscrits dans le planning de 2023. Des nouvelles de la COP27 en page internationale nous conduisent à Sharm el-Sheikh en Égypte où se tient la rencontre. La question des financements est l'enjeu principal de cette COP. Avec moins de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les pays africains dénoncent une injustice climatique et réclament aux grands pollueurs plus de moyens pour affronter les effets des changements climatiques. Suivant. La question financière tient une place centrale à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte. Lors de la deuxième journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont réclamé plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. L'Afrique représente moins de 3% des émissions responsables du changement climatique.
mais elle est la plus gravement touchée par ses conséquences. Il est donc juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont le pays est frappé de manière récurrente par des phénomènes météorologiques extrêmes, a été l'un des nombreux dirigeants à critiquer les pays industrialisés pour avoir délaissé le reste du monde. Nos capacités d'accéder aux voitures électriques ou nos moyens d'avoir des batteries ou des panneaux photovoltaïques sont limités à cause des pays qui peuvent produire pour eux-mêmes et qui occupent une place de premier plan sur la transition énergétique. Sur ces questions, les pays du Sud sont à la merci des pays du Nord. En 2009, à Copenhague, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de 2020. Mais selon l'OCDE, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés. Toujours en page internationale, mais cette fois du côté des États-Unis d'Amérique, Joe Biden et Donald Trump jouent leur avenir politique avec les élections de mi-mandat qui se déroulent ce jour 8 novembre. Ce scrutin doit permettre le renouvellement des 435 députés de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Suivant. C'est une journée décisive pour les États-Unis. Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi pour les élections de mi-mandat afin de savoir qui des démocrates ou des républicains contrôleront le Congrès. La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu. Mais ces élections sont aussi décisives pour l'avenir politique de Joe Biden et Donald Trump qui pourrait bientôt annoncer sa candidature. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est bien conscient qu'une victoire des républicains pourrait lui offrir le tremplin idéal pour la présidentielle de 2024. This is a beautiful big crowd. Hello, Ohio. Hello, hello, hello. This country has gone crazy. Ce pays est devenu fou et il n'y a qu'un seul choix pour mettre fin à cette folie. Si vous soutenez le déclin des États-Unis, alors vous devez absolument voter pour les fous de la gauche radicale, les démocrates de la gauche radicale. Left crazy people, the radical left Democrats. Au même moment, le président Joe Biden était au Maryland pour demander aux Américains de voter pour défendre la démocratie. Rappelez-vous, le pouvoir est entre vos mains. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été aussi optimiste quant à l'avenir de ce pays. Et soyons clairs, cette élection n'est pas un référendum, c'est un choix. Un choix entre deux visions très différentes de la société américaine. Comme pour les précédents scrutins, les élections de mi-mandat se jouent dans 6 États clés et l'équilibre des pouvoirs au Sénat sera très probablement défini par le vainqueur dans l'État de Pennsylvanie. Dans la revue de presse du jour, les quotidiens accordent une attention particulière au retour du capitaine Sitsoro Ouedraogo et 2 autres accusés de complot, désertion et vol d'aéronefs. Les parutions jettent aussi un regard sur la visite du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, au 14e régiment interarmes de Djibo à Addis Abeba. Lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré au front affiche Sidoya à sa une. Ce samedi 5 novembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était avec les hommes du 14e régiment interarmes de Djibo. Des hommes qui ont été victimes d'une attaque terroriste le 24 octobre dernier, rapporte le journal de tous les Burkinabés. En chef de guerre, il est allé porter du réconfort à ses soldats et surtout les encourager pour la suite du combat qu'ils mènent pour la défense de la patrie. Sans langue de bois, le capitaine a reconnu qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut rapidement corriger, mentionne aujourd'hui au Faso dans ses colonnes. Il s'agit de la relève qui sera désormais effective afin de permettre aux soldats d'aller se ressourcer pour être plus efficaces. Aussi, le renseignement et l'appui seront présents désormais sur le terrain, rassure le chef de l'État qui, par la même occasion, a invité les jeunes combattants nouvellement projetés sur le terrain à garder le moral haut, ce qui est à la base du succès des actions à entreprendre. Autre fait du jour, le retour au bercail des capitaines Sitsoro Ouedraogo et 2 autres. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays rapporte que les capitaines Sitsoro Abdoul Kader Ouedraogo, Hassan Salem Diallo et Dida Charles Ouedraogo, en exil au Togo depuis la chute du président Paul-Henri Sandaogo Damiba,
ont été mis aux arrêts et remis aux autorités burkinabées. Ils sont accusés de vol d'aéronefs, de désertion et de préparer un complot contre les nouvelles autorités burkinabées depuis le Togo, leur terre d'exil, explique le quotidien des 1200 logements. Les aviateurs de Damiba en résidence surveillée s'interrogent l'observateur Palga pour sa part. Dans son regard sur l'actualité, le doyen des quotidiens burkinabés rapporte qu'une fois à destination, les pilotes, on ne sait pas trop pourquoi, avaient décidé de rester à Lomé. Il a fallu dépêcher une autre mission d'aviateurs pour ramener l'aéronef à Ouagadougou. Par la suite, une délégation militaire se serait rendue à Lomé pour convaincre les exilés de regagner Ouagadougou. Et c'est une fois dans la capitale burkinabé qu'ils auraient été immédiatement placés en résidence surveillée. L'ouverture de cette information judiciaire n'a pas encore été confirmée, ni par les autorités du pays, ni par le parquet militaire, précise l'Obs. Et c'est la fin de ces 13h que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent à 14h. Restez donc avec nous pour la suite du programme.